Bien, ben, il est déjà 20h09, donc je propose que l'on démarre. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Xavier Dionne, qui nous vient de Montréal. Et alors Xavier est un utilisateur relativement atypique de la tech, puisqu'il est plutôt juriste, hein, si je ne me trompe pas. Il est directeur juridique d'un institut de recherche sur l'intelligence artificielle de Montréal. Et il est néanmoins, vous voyez, pour avoir conçu un tel outil, il a été et il est encore, je crois, utilisateur. Alors, je ne vais pas en dire plus parce qu'il va nous expliquer, je crois, la, la genèse de son projet qui est assez intéressante. Voilà, ben merci en tout cas Xavier et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais partager ma présentation. C'est un très grand plaisir d'être là ce soir pour pouvoir discuter de mon projet, un peu un projet personnel, donc le site LaTeX Tables, qui roule déjà depuis presque une dizaine d'années, donc un projet que j'ai entamé au début de l'université quand j'ai découvert l'environnement LaTeX. À ce moment-là, je faisais un baccalauréat en économie et en politique et rédiger mes devoirs en LaTeX était, à mon avis, plus intéressant, donnait un rendu qui était plus professionnel, plus satisfaisant. À mon avis, permettait d'obtenir aussi des meilleures notes. Et comme la programmation a toujours été pour moi une grande source d'intérêt, un peu une passion sur le côté dont j'apprenais. Apprendre un nouveau langage, entre guillemets, si on veut, la tech, ça me semblait un peu intéressant dans un contexte académique. Et je me suis retrouvé une certaine année avec un peu moins d'occupation dans mon horaire, plus de temps, ce qui m'a permis de pouvoir consacrer plus d'énergie dans un projet personnel. Je voulais vraiment construire une application web et le projet que j'ai décidé de mener, ça a été celui de développer un éditeur WYSIWYG pour produire du code LaTeX, en fait, générer du code LaTeX à partir de tableaux. LaTeX au début, pas seulement maintenant, parce que le site web supporte, je crois, presque une dizaine de langages, que ce soit différents formats de tech, LaTeX, PlainTeX, etc., mais d'autres formats un peu de markup, de langage markup. Et aujourd'hui, le site Internet est utilisé par des centaines de milliers d'utilisateurs, voire des millions d'utilisateurs annuellement selon les années, qui principalement l'utilisent pour le langage LaTeX, mais d'autres aussi dans une moindre mesure, comme Tips, qui a été récemment rajouté. Un très grand merci à l'Association Gutenberg d'accepter de me recevoir pour présenter ce projet-là, puis particulièrement à Denis Bituzé qui m'a écrit personnellement pour voir si j'étais intéressé à donner cette conversation. C'est la première fois que je discute du projet, de sa genèse, d'où il provient, à quoi il sert. J'ai quand même le sentiment que si le site web est aussi populaire, c'est qu'il vient répondre à un besoin qui vient peut-être des mêmes lacunes que j'ai rencontrées moi-même en rédigeant mes travaux d'université, où je me retrouvais à devoir intégrer des tableaux, mais ça présentait plusieurs enjeux et pour moi, la manière la plus efficace, en fait, de régler ces enjeux-là, c'était de sortir de l'environnement de la tech, d'avoir un outil WYSIWYG séparé, puis pouvoir manipuler les tableaux dans cet environnement séparé. Les tableaux, c'est un environnement typographique qui est complexe, qui
qui présente plusieurs possibilités. Dans un document, c'est un peu un bloc distinct où on peut fusionner des éléments, il y a des bordures, il y a des... Donc, à gérer d'un point de vue typographique, c'est quand même très particulier, d'où peut-être les contraintes dont les tableaux font l'objet dans le langage LaTeX. C'est traité d'une manière qui est complètement différente. Et ça présente en fait tout autant d'enjeux quand il vient le temps de développer un outil web, donc la représentation du tableau qu'on fait en langage HTML ou plus précisément dans l'environnement JavaScript, là, dans le DOM, et pas tout à fait représentatif là, de comment est-ce qu'il va se traduire dans le document LaTeX. Donc, il y a un grand effort de conversion qui va être fait pour essayer de tenter à ce que ce qui est présenté dans l'application web va être reflété le plus possible dans le document LaTeX. Parfois, c'est impossible d'un bord comme de l'autre parce que ça reste un peu des environnements qui sont séparés, qui sont semblables, mais qui ne sont pas parfaitement identiques. Quels sont un peu ces enjeux-là qu'on rencontre au-delà de la complexité typographique là, du tableau? Ce qu'on rencontre plus généralement, c'est que la syntaxe de la rédaction du tableau, elle est complexe, elle est lourde, elle est difficilement lisible. C'est difficile quand on rédige un tableau de tout simplement décider de je vais prendre une colonne puis la déplacer à un autre ou j'ai rajouté une ligne. Il y a dans l'environnement original, donc dans l'environnement tableur, il y a beaucoup de packages qui sont disponibles pour ajouter chacun des fonctionnalités, mais ils présentent entre eux des incompatibilités, des bugs. Le principal, en fait, c'est qu'il n'y a pas dans LaTeX de gestion automatique de la largeur des tableaux. Donc, chaque cellule est présentée comme un environnement horizontal qui ne permet que du matériel horizontal, donc pas de matériel vertical comme des sauts de ligne ou même des listes à puces. Ce qui est un peu différent, par exemple, de comment des logiciels de traitement de texte, WYSIWYG comme Microsoft, vont traiter les tableaux et très différent aussi de la conception que la majorité des gens ont des tableaux. Ce qui est encore plus particulier, à mon avis, pour la tech, où, dans le fond, le système tech a été fait un peu pour que, de manière automatique, les paragraphes soient conçus et disposés d'une manière telle que, typographiquement, le rendu soit idéal. Mais une fois qu'on tombe dans les tableaux, tout redevient du contrôle manuel. Il faut définir nous-mêmes la largeur de chaque colonne pour pouvoir permettre de mettre du matériel vertical, ce qui est très loin d'être idéal. Puis même s'il y a certains packages qui permettent de faire cette gestion automatique de la largeur des colonnes, ils présentent certaines limitations et c'est sûr que même d'un point de vue mathématique, la solution à ce problème reste complexe. Donc, comme étudiant en politique, les tableaux que je réalisais, c'était des tableaux un peu du deuxième type. Donc, c'était des tableaux où on a des longs paragraphes qui discutent, moins des tableaux, je crois, comme peut-être dans la texte, ça a été plus perçu, c'est-à-dire des lignes simples avec des chiffres, puis un peu présentés là, justement de manière 100% horizontale. Pour ce type de tableau-là, l'environnement que LaTeX offre est suffisant, à mon avis. Quand on tombe dans des tableaux plus complexes, ou alors on a des cellules qui sont fusionnées l'une dans l'autre, on a des bordures qui sont
présentes à certains moments, mais pas dans d'autres. On a des couleurs, on a de la transparence, etc. À ce moment-là, on rencontre rapidement là, les limites de l'environnement et il faut tomber si on veut, là, dans les packages pour pouvoir rajouter ces fonctionnalités supplémentaires au tableau. Et les packages, bon, un utilisateur, c'est possible de les connaître. C'est sûr que dans mon cas, je crois les connaître assez bien, puis je connais assez bien la syntaxe vu que je l'ai beaucoup étudié, mais c'est quand même un effort, une barrière à l'entrée qui est importante pour quelqu'un qui souhaite s'initier là, à l'environnement. Puis si jamais on se retrouve dans des situations où il faut produire des documents relativement rapidement, puis qu'il faut produire des tableaux complexes, à ce moment-là, ça devient un obstacle. La TechTable n'est pas le seul éditeur de tableaux WYSIWYG qui existe. C'est en fait même loin d'être le plus populaire. Donc, il y en existait déjà à ce moment-là et depuis, il y en existe encore plus. Pourquoi développer un nouvel outil? Parce que les outils qui existaient et qui sont toujours les mêmes présentaient là, des fonctionnalités qui étaient limitées. Et je cherchais en fait à avoir un outil qui permettrait d'être plus flexible, d'avoir plus de fonctionnalités, d'avoir une gestion des couleurs, ce qui n'était pas le cas, mais je crois maintenant qu'il est le cas pour certains de ces outils, qui allait avoir une meilleure faculté d'import pour importer là, du code LaTeX. Et finalement, un outil intelligent qui allait chercher à minimiser le code, à le rendre plus clair. Donc, dans les tableaux, dans les environnements de tableaux, il y a toujours une section d'entête là, qui permet de sauver, si on veut, certaines répétitions. Donc, il allait chercher un peu à mettre le plus de matériel possible là, dans les entêtes pour libérer les colonnes puis les rendre plus lisibles. De là est abouti le site web, donc la TechTables, qui est aussi qui a été publié là, sous licence open source. Donc, la TechTable est disponible sous licence MIT. C'est aussi un site web qui est disponible sur GitHub, qui peut être déployé en local et qui n'a pas besoin de serveur pour fonctionner. Donc, tout est 100% local dans l'outil et tout est écrit en JavaScript. Donc, c'est un aperçu là, de l'outil. Donc, la philosophie de l'outil, là, on est rendu à la version 3, là, donc la version majeure 3, si on veut, il y a eu des dizaines et des dizaines de versions entre. C'était d'avoir une interface fluide qui serait facilement reconnaissable là, pour les utilisateurs, puis qui offrirait l'éventail des fonctions relativement rapidement, qui serait présentée aussi là, sous la forme d'une application web avec une gestion native, donc un support du copier-coller, de pouvoir annuler les opérations, être capable de déplacer, mettons, les colonnes, les ranger simplement par drag and drop, d'être local, de donner aussi le plus de contrôle avec les options à l'utilisateur, surtout pour les utilisateurs qui sont un peu plus avancés puis qui veulent, par exemple, contrôler le type d'environnement de tableau qu'ils souhaitent générer, le langage, est-ce que le tableau pourrait se propager sur plusieurs pages, mais aussi même quel type de package le code peut utiliser pour générer le code. Donc, si jamais il y avait des restrictions au niveau des packages dans certaines publications scientifiques, bien à ce moment-là, ça serait possible là, de venir
décocher les packages. Puis l'outil tenterait, parfois c'est pas possible, là, mais de générer le tableau avec ceux qui sont permis. Puis d'ailleurs, on va pouvoir en parler un peu plus tard, là, donc les grands environnements de tableau. Donc, on a eu quand même récemment là, certaines avancées au niveau de ces grands environnements-là. Si jamais certaines publications, certains journaux scientifiques, exigeaient là, certains environnements particuliers, il reste que ça serait possible là, de se fonder là, sur les anciens, sur les environnements plus standards, là, comme Tabular. Donc, on cherche à donner plus de fonctionnalité, à donner plus de flexibilité, puis aussi justement là, à offrir les fonctions standards d'un éditeur de manière la plus accessible possible. Donc, on a toutes les fonctionnalités d'import. Donc, on peut importer là, des tableaux directement avec du code LaTeX. On peut faire charger des feuilles de calcul là, de Excel ou OpenOffice. On a toute la gestion de la police, les environnements maths, mais aussi la couleur du texte, donc tout le gras italique, souligné, barré. On peut ajouter des notes de bas de page. On a un contrôle complet sur l'ajout de colonnes, l'ajout de rangées. Dans cette conception du site web, en fait, j'ai préféré rajouter ces boutons-là de manière séparée pour qu'ils soient rapidement accessibles à l'utilisateur. Avant, c'était souvent caché dans des menus, puis je crois que ça l'est encore là, dans d'autres types d'outils. Mais c'est le type de fonctionnalité là, qui est quand même fréquemment utilisé, donc c'est pratique là, de l'avoir rapidement sous la main. Puis finalement, fusionner, séparer les cellules. Une fonctionnalité là, de chercher et remplacer du texte. Et finalement, là, tout ce qui concerne les bordures. Au niveau de l'alignement, il y a l'alignement classique, mais on a aussi la possibilité là, d'aligner directement sur la décimale avec CUnitX. L'alignement vertical est supporté, quoique c'est sûr qu'avec Tabular, quand c'est une fonction supplémentaire d'un package, pour Tabulary, là, à ce moment-là, c'est supporté nativement. On peut ajouter aussi là, certains effets qui sont peut-être maintenant un peu plus rares, là, mais d'avoir des cellules séparées par une bordure diagonale, puis d'avoir du texte qui serait bougé là, à 90 degrés. Et finalement, on peut contrôler l'arrière-plan. Dans les bordures, à ce moment-là, c'est un panneau complet qui s'ouvre et ça nous permet d'avoir un contrôle sur la couleur, sur le style de bordure. Donc, est-ce que c'est une bordure simple, double, pointillée, avec des traits? Mais surtout, c'est une fonctionnalité qui permet de dessiner les bordures. Donc, on clique sur le tableau, puis on peut glisser, puis à ce moment-là, ça nous permet de tracer là, les bordures sur plusieurs cellules d'un coup, ce qui est beaucoup plus rapide, efficace que d'avoir à les sélectionner individuellement. Donc, ça a été la méthode qui a été choisie là, pour permettre là, de faire le contrôle des bordures dans l'éditeur. Excuse-moi, Xavier. Oui. Est-ce que tu ne nous ferais pas une démonstration en live Je peux faire une démonstration en live. Pardon? Oui, je peux en faire une. Oui. Par exemple, sur les bordures à la fin, là, pour qu'on visualise mieux, peut-être? Oui, donnez-moi quelques secondes.
Donc, vous voyez le site. Le site? Oui. Oui. Super. Donc, si, admettons, on prend ce tableau-là que j'avais généré pour un des exemples, je vais juste zoomer peut-être un peu plus. Donc, la section des bordures, donc si on souhaite la dessiner, à ce moment-là, il suffit de cliquer sur le bouton, ce qui va faire apparaître là, la section qui permet de dessiner les bordures. Puis à ce moment-là, on peut choisir là, le style de son choix. Donc, comme je disais, il y a les bordures un peu classiques, là, si on veut, donc celles par défaut, puis les lignes doubles, les lignes pointillées, puis les lignes pointillées, puis les lignes avec des traits. Et on a aussi les bordures là, du package Book Tabs. Donc, les bordures du haut, du bas, la mitoyenne et celles qui ont chacun un bout de du début et de la fin de la bordure horizontale qui est coupée. Mais on peut aussi utiliser la fonction Auto Book Tabs pour les ajouter automatiquement. Donc, si, admettons, on souhaite mettre une bordure avec des tirets, puis on met je ne sais pas moi, la couleur orange. Mais là, on peut prendre, admettons, je cliquerai ici. Là, on voit en rouge les cellules, les bordures qui vont être touchées par le changement. Puis, on peut les appliquer comme ça. Puis, une fois qu'on repasse dessus, s'ils ont le même style que le style qu'on souhaite mettre, bien, ça va simplement ôter la bordure. Donc, on peut le faire un peu dans le sens que l'on souhaite. Donc, c'est un peu comme de cette manière là, que c'est géré. Puis si jamais on souhaite plutôt avoir un contrôle complet, en fait, on souhaiterait, je ne sais pas, le faire sur tout le tableau, bien, si on clique sur le coin du tableau, ça permet de sélectionner l'ensemble du tableau. On peut faire la même chose aussi sur une seule colonne ou une seule rangée. Je vais rajouter une rangée. Puis, on peut simplement ajouter toutes les bordures, puis le style qui a été sélectionné va s'appliquer à l'ensemble du tableau ou retirer l'ensemble des bordures. L'erreur, en fait, ce que j'ai fait là pour ajouter une ligne supplémentaire, c'est que quand on est sur le côté, mais à ce moment-là, il y a un symbole plus qui s'ajoute puis qui permet d'ajouter une rangée, là, donc à l'endroit où on a cliqué. Puis on peut aussi prendre puis simplement les bouger de cette manière, là, ce qui permet de les déplacer un petit peu plus rapidement là, que si on devait le faire manuellement. Donc, ça permet d'avoir une gestion et un contrôle un peu plus intuitif là, du tableau, là, comme je pense maintenant, les utilisateurs sont quand même rendus exigeants par rapport aux outils qu'ils utilisent en ligne. Donc, une grande partie de l'effort qui est fait par rapport à justement cet outil-là, c'est de s'assurer que l'expérience utilisateur reste le plus proche de leurs attentes par rapport à comment est-ce qu'un outil WYSIWYG devrait se comporter. Ce qui est par contre rendu plus compliqué, évidemment, par un élément typographique comme le tableau, parce que si on souhaite, admettons, déplacer une rangée, mais qu'il y a des cellules fusionnées dans cette rangée-là, bien à ce moment-là, ça demande une gestion un peu plus... c'est un peu plus complexe à gérer comme situation. Donc, c'est toutes des situations dans lesquelles l'éditeur doit prendre compte. Et évidemment, ben,
on a toujours des situations que nous-mêmes, on n'a pas pensé, qu'on n'a pas testé. Donc, heureusement, on peut compter sur les rapports de bugs que les utilisateurs soumettent sur GitHub. Donc, chaque année, j'en reçois quelques dizaines. Puis, j'essaie de les adresser là, le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y avait des questions, en fait, sur des éléments du site web qui aimeraient un peu voir une démonstration avant que je retourne au PowerPoint? Alors, ouais, j'en ai une, en attendant que peut-être d'autres personnes posent une question. La possibilité d'ajouter une ligne, donc avec ce petit symbole plus qui s'affiche là sur la gauche, ça n'existe pas pour les colonnes? Non, je pense que je ne l'ai pas rajouté dans les colonnes encore. La gestion pourquoi, en fait, c'est que dans la gestion du tableau comme environnement dans le DOM, la gestion des colonnes est plus simple que la gestion des colonnes. Donc, c'est une des dernières fonctionnalités que j'ai ajoutées. Donc, cet ajout au niveau des colonnes. Je ne l'ai pas encore fait non, je l'ai fait pour les rangées, mais je ne l'ai pas encore fait pour les colonnes, pardon. Mais il reste que c'est quand même simplement un raccourci dans le sens que on peut ajouter des colonnes avec les outils dans la toolbar de manière la fonctionnalité reste accessible. C'est juste que le raccourci n'est pas encore disponible là, pour les colonnes. D'accord, merci. Il y a une question de Christophe. Il voudrait voir le code généré, à moins que ce soit prévu pour après. Oui, ben je peux montrer celui-ci là, si on souhaite, mais je vais avoir des exemples de code généré un peu plus tard. Donc, le code généré pour celui-ci, ça ressemblerait à ça, qui est du code. Celui-là, c'est du code tabular classique qui est généré et je vais pouvoir expliquer pourquoi. Si on souhaiterait, mettons, l'avoir en tabulary, ben là, à ce moment-là, le code qui va être généré ressemble en fait à ça ici. Donc, au début, on a là en commentaire les différents packages qui sont exigés. Ensuite, on a la définition des couleurs. Donc, Tabulary ne permet pas d'insérer directement des couleurs par leur code. Il demande une définition là, par un nom de couleur. Donc, on commence par ça. Puis ensuite, on tombe dans l'environnement table directement. Donc, c'est possible de jouer dans les paramètres là, de l'outil, puis de demander, par exemple, à ce que en fait, il n'y ait pas d'environnement flottant qui soit généré. Ensuite, on a le fait que c'est centré. Ça aussi, on peut le modifier dans les paramètres. Puis ensuite, on tombe là, directement dans la définition de l'entête de Tabulary qui va essayer. C'est tout le temps un peu imparfait. Hein? Donc, c'est imparfait dans la mesure. Qu'est-ce que je veux dire par c'est imparfait? En fait, c'est que le résultat va être bon. Est-ce qu'il y aurait eu une manière de le rédiger qui aurait été plus compressée encore? Peut-être, mais il va avoir là, une gestion à l'interne de l'outil pour essayer de trouver la manière qui est le plus compressée possible de rédiger un peu l'entête du tableau. Mais comme il y a tellement de combinaisons possibles, mais à ce moment-là, il y a un équilibre qui est fait dans l'allocation des ressources là, pour pas non plus que ce soit interminable là, comme requête. Puis finalement, on a le contenu du tableau. Puis si jamais on avait souhaité là, que le tableau puisse se propager sur plusieurs pages, et là, à ce moment-là, l'environnement qui aurait été généré aurait été celui de Long Tabular. Puis, en fait, le reste aurait été pas mal similaire, à l'exception qu'on n'aurait pas eu l'environnement flottant, là, bien sûr.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il ne me semble pas. Super. Donc, les tableaux dans la tech doivent jouer avec plusieurs contraintes. Donc, c'est pas vraiment possible d'avoir un tableau qui permet d'avoir l'ensemble des fonctionnalités possibles. Donc, il faut toujours avoir une espèce de balance selon le contenu du tableau pour décider qu'est-ce qu'on va mettre. Donc, c'est un peu la manière dont Tech derrière est conçu. Donc, c'est tout simplement pas possible de créer un environnement de tableau parfait. Donc, c'est pour ça qu'on joue un peu avec quel environnement est-ce qu'on va utiliser selon le contenu. Puis, évidemment, le plus on souhaite être avancé dans notre utilisation du tableau, à ce moment-là, l'outil sera tout simplement plus suffisant. Puis, il va falloir tomber dans parfois là, des environnements un peu plus exotiques là, qui vont permettre de supporter certaines fonctionnalités qui peuvent être moins utilisées. C'est le cas, par exemple, des glues qui sont généralement pas supportés dans les environnements de tableau parce qu'ils sont incompatibles avec l'utilisation de l'arrière-plan. Puis, je l'avais mentionné un peu, là, cette histoire, en fait, de l'évolution des environnements, puis des packages de la tech. Donc, pour comprendre là, bien les tableaux, puis un peu pourquoi est-ce qu'ils ont autant de limitations, il faut absolument retomber là, dans Plain Tech, dans le TechBook, pour comprendre comment l'environnement a été conçu, pourquoi, c'est quoi les limites. Mais rapidement, c'est sûr, quand on utilise les primitives pour essayer de construire des tableaux, on vient rapidement limiter. Et heureusement, avec la tech, l'environnement tabular, on a pu quand même se débrouiller avec un environnement qui permet de produire l'ensemble des fonctionnalités. D'ailleurs, c'est important là, pour l'outil d'être en mesure d'implémenter chacune des fonctionnalités en tabular. Je le considère encore comme l'environnement premier, même s'il est peut-être moins utilisé qu'il y a quelques années, notamment parce que au niveau de la rétrocompatibilité, c'est vraiment essentiel. Puis ensuite, on a eu une série de packages, donc Array, les différents packages de David Cargill, donc TabularX, etc., qui ont vraiment permis de rajouter de différentes fonctionnalités dans l'environnement. Et dans les dernières, depuis 2010, on a eu un premier environnement qui était un petit peu plus complexe, qui offrait plus de fonctionnalités de manière native, donc Taboo, qui a été malheureusement Tabu, pardon, qui a été malheureusement qui est maintenant incompatible avec la texte, qui a été abandonné. Et on a Tabularray qui est récemment apparu et Nice Matrix qui sont en fait des environnements qui partagent certaines fonctionnalités, mais Tabularray est beaucoup plus avancé parce qu'il est principalement axé sur les tableaux et qui permettent en fait de faire une séparation là, du style et du contenu du tableau. Donc quand même une étape importante là, au niveau des tableaux. Donc, on est beaucoup plus là, proche, admettons, de ce qu'on trouve au niveau de la séparation sur le web, donc entre le HTML puis le CSS, mais il reste que la syntaxe peut être intimidante et lourde là, au début. Et elle ne sera jamais aussi lourde, bien sûr, que celle de Tabular, puis des milliers puis des dizaines de packages, mais il reste que Tabularray est quand même un environnement complexe là, par rapport aux environnements standards qu'on retrouve dans la tech. Pour développer cet outil-là, il a fallu que je développe plusieurs sous-outils. Donc, en fait, j'ai développé ma propre librairie JavaScript pour manipuler les tableaux dans les pages web.
parce que, comme je t'expliquais, les tableaux, c'est des environnements quand même complexes, donc simplement rédiger des fonctions pour fusionner des cellules, c'est déjà quand même un certain défi. Puis, il a fallu aussi que je développe une librairie spécifique là, pour être capable de convertir l'ensemble des formats de couleurs offerts par le package Xcolor. Donc, c'est dans la mesure où je voulais pouvoir offrir certaines fonctionnalités, puis notamment d'import, mais à ce moment-là, vu que Xcolor est un package qui est quand même important et beaucoup utilisé là, en LaTeX, à ce moment-là, il fallait le supporter. Et un autre élément qu'on trouve beaucoup dans les tableaux, mais qui n'est pas supporté en fait en HTML, même si c'est dans les spécifications, il reste que c'est supporté par aucun navigateur, c'est l'alignement des colonnes sur un caractère, donc sur le point, pour les valeurs numériques. Dans la mesure où je souhaitais que l'éditeur soit WYSIWYG, ça veut dire qu'il faut voir le rendu et que le rendu va être transféré en code LaTeX. À ce moment-là, pour moi, c'était essentiel qu'on voit en effet l'alignement sur le point dans l'environnement. Comme ça, on reste cohérent, là, que c'est bel et bien un outil WYSIWYG, qu'il n'y a pas certaines fonctionnalités de cellules qui sont cachées. Non, au contraire, on peut voir un peu tout ce que ça devrait donner. Donc, l'environnement permet vraiment de produire des codes qui peuvent être très complexes, même si le rendu visuel peut laisser à désirer. C'était un peu l'idée. Donc, l'utilisateur, au final, soit un peu le maître de ce qu'il souhaite produire pour ces tableaux. Donc, l'outil est disponible, mais ne fait pas de jugement esthétique ou ne prend pas de décision pour l'utilisateur afin que son rendu suive un certain format en particulier. L'idée, puis en fait, c'était un peu la contrainte que j'avais quand j'étais à l'université, c'est-à-dire que les propres tableaux que je devais produire ne rentraient pas dans ces gabarits. Donc, il y a mille et une raisons pour lesquelles on peut produire un tableau, puis c'est un peu à l'utilisateur de déterminer comment il souhaite le faire. Puis c'est un peu comme ça que en fait, l'éditeur va simplement générer le code. Il est là pour supporter l'utilisateur. C'est sa fonction principale. Les deux principaux défis, en fait, que j'ai rencontrés quand j'ai développé l'outil. D'abord, justement, faire correspondre la structure d'un tableau HTML avec un tableau LaTeX et inversement. Donc, c'est pas du tout, en fait, la même chose. Beaucoup des éléments dans un tableau LaTeX sont un peu de la triche, entre guillemets. Donc, on donne une forme d'illusion là, qu'on est devant un certain élément. Donc, on croit que c'est une bordure partielle, mais en fait, c'est une rangée avec une hauteur nulle. Donc, similairement, donc, il faut un peu aller plus loin que simplement comment est-ce que le tableau est représenté et voir un peu, OK, quelle peut être l'intention derrière la construction du tableau pour être capable de le représenter en HTML. Le HTML est beaucoup plus structuré sur le tableau, donc chaque cellule est un élément, alors que dans LaTeX, bien, surtout pour les cellules qui sont fusionnées, ça peut être séparé sur plusieurs cellules. Puis, quand on tombe dans les bordures, puis dans les environnements complexes, en fait, ça devient encore pire. Et le deuxième défi, c'est parvenir à l'importation des tableaux LaTeX avec la flexibilité et de la fiabilité. Il y avait d'autres outils qui permettaient d'importer du code LaTeX puis d'extraire les tableaux. Mais je pense que celui qui a été développé dans le cadre de ce projet-là est le plus adapté, du moins, à la situation des tableaux. Interpréter LaTeX, c'est très, très complexe. Hein?
On peut faire dire à peu près tout ce qu'on souhaite à LaTeX. On peut créer des environnements, des commandes. On peut modifier les codes des caractères. Donc, on peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Et justement, la complexité des tableaux a fait en sorte qu'il y a tellement d'environnements existants que il a fallu un peu jongler avec cette réalité-là. Et d'ailleurs, donc, les fonctionnalités d'importation de LaTeX Table, oui, c'est LaTeX, Markdown, puis les fichiers CSV et les feuilles de calcul. Mais à droite, on peut voir un peu tous les langages dans lesquels LaTeX Table peut exporter des tableaux. Parfois pas avec toutes les fonctionnalités, mais ça permet aussi de convertir donc les tableaux LaTeX dans d'autres langages si c'est souhaité, y compris certains sous-langages de texte, donc de la même famille. Et même dans certains cas, les auteurs recommandent l'outil en fait pour faire la conversion de tableaux LaTeX vers leur propre langage. Parce qu'il reste que dans certains de ces langages-là, LaTeX Table est le seul site qui permet de générer des tableaux. Mais comme je disais, toutes les fonctionnalités ne sont pas supportées, mais j'essaie d'en supporter le plus possible. Évidemment, LaTeX, c'est de loin le langage le plus supporté et aussi le plus utilisé. Et même au sein de LaTeX, donc, il y a quand même un support de plusieurs, en fait d'une quinzaine, je dirais, d'environnements différents. Encore plus si on ajoute tous les environnements avec des astérisques que je n'ai pas ajoutés pour ne pas alourdir la slide, qui sont supportés dans la fonction d'import, qui peuvent être ajoutés dans LaTeX Tables, puis finalement d'exporter dans un des trois grandes familles, donc Tabularray. Puis, bon, Tabu est supporté parce que pendant une certaine portion de vie de l'outil, Tabu était un environnement qui était recommandé. Maintenant, il ne l'est plus, mais la fonctionnalité n'a pas été retirée. Puis, l'outil d'import gère presque, je crois, 300 commandes distinctes pour s'assurer justement que le plus possible, on soit capable d'acheter les tableaux que vous utilisez dans l'outil, puis les modifier, puis ensuite les remettre directement dans vos documents LaTeX. Donc, ce que je présente ici, c'est un tableau standard, puis c'est un peu pour représenter comment est-ce que le tableau est construit à la base dans LaTeX. Donc, c'est un tableau relativement simple, mais comme on voit, il y a quand même des cellules fusionnées, que ce soit horizontalement, mais aussi verticalement. Et ce que en fait, ce qu'on réalise quand on analyse le tableau, c'est que c'est composé d'une série d'éléments un peu insoupçonnés, dont le premier est les lignes horizontales pleines. Donc, les lignes horizontales pleines dans les primitives de TeX ne sont pas considérées comme les éléments du tableau, mais comme des éléments non alignés. Donc, l'algorithme qui vient présenter le tableau va cesser la présentation du tableau pour venir insérer le matériel. Et c'est donc traité de manière distincte du reste du tableau. Alors que la cellule qui va s'étendre sur plusieurs colonnes, elle est traitée comme un seul bloc et qui va venir aussi englober les bordures verticales de gauche et de droite. Donc, alors que la bordure horizontale va être traitée en dehors du tableau, les celles verticales sont traitées à l'intérieur des cellules. En fait, par rapport aux bordures, des bordures verticales, c'est la première cellule qui va contenir
celle de gauche, celle de droite, puis ensuite, les cellules suivantes vont contenir toujours celle de droite. Donc, au niveau de la génération du code, c'est le type d'élément qui est vraiment spécifique à la tech puis qu'il faut tenir compte, alors que dans HTML, chaque cellule a ses propres bordures, puis ensuite, il y a un exercice de conflit de bordure qui va être fait, puis où une bordure va être déterminée gagnante. Mais il faut un peu sortir de ce conflit de bordure-là pour se cadrer sur comment est-ce que LaTeX lui-même traite la gestion des cellules. Puis quand on tombe en fait dans les cellules qui sont fusionnées mais verticalement, en fait c'est simplement une illusion. C'est juste que c'est deux cellules dont une vide, mais avec pas de bordure là, horizontale. Et le texte, lui, va être décalé vers le bas. Donc, en fait, sur cette rangée-là, c'est simplement une cellule avec du texte plus décalé vers le bas, ce qui est évidemment complètement différent de comment c'est traité en HTML où ce sont vraiment des éléments distincts. Puis quand on tombe dans la bordure partielle, bien là, à ce moment-là, c'est pas une bordure, c'est une rangée. C'est une rangée qui vient mettre là, des cellules partielles, mais c'est pas considéré de la même manière que les bordures pleines horizontales. Et finalement, à la fin, ben, on a une cellule vide. Et finalement, on a les deux cellules complètes. Donc, il y a une complexité à gérer tous ces éléments-là pour s'assurer que justement, c'est représenté de manière adéquate. Il faut vraiment comprendre comment le tableau est traité dans LaTeX pour pouvoir générer le bon code. Puis un exemple de ça, c'est si jamais on souhaitait prendre la cellule la cellule qui est fusionnée horizontalement, puis qu'on souhaitait que l'arrière-plan soit rouge, on pourrait être tenté de rajouter la commande qui met le fond rouge, mais on se rendrait compte qu'en fait, c'est seulement une portion de la cellule qui est affectée, parce qu'en fait, c'est deux cellules. Donc, la solution, ça pourrait être, en fait, de mettre un arrière-plan dans les deux cellules. Mais ce qu'on se rendrait compte, c'est qu'en fait, l'arrière-plan, vu qu'il va être mis après le texte, il va venir cacher en fait le texte, puis on se trouve pas dans en fait, ça ne vient pas régler notre problème. Donc, l'outil, lui, va générer le bon code en utilisant la bonne solution qui va être là, d'utiliser la commande multi-row, mais avec une valeur négative, puis aussi utiliser la commande HHLine pour s'assurer que justement, quand c'est zoomé dans les lecteurs PDF, qu'il n'y ait pas de lignes blanches qui transparaissent. Et c'est le type d'élément qui peut être un peu frustrant pour les utilisateurs, là, que ce ne soit pas aussi intuitif, mais l'outil va gérer automatiquement ce type d'incompatibilité-là ou pas nécessairement une incompatibilité, mais ces éléments pour lesquels, sinon, autrement, il faudrait ouvrir la documentation puis réellement comprendre c'est quoi l'enjeu. Et évidemment, le package comme Tabulary pourrait régler le problème, puis on pourrait simplement utiliser le code qui serait généré à l'aide de Tabulary. Et les deux résultats seraient identiques, en fait. De la même manière, si jamais on souhaitait mettre une ligne verticale dans un tableau comme celui-ci rouge, c'est possible de le faire. Et à ce moment-là, il faudrait juste rajouter une commande pour dire que la couleur par défaut est rouge, puis ensuite elle est noire. Mais si jamais on souhaitait le faire sur la première ligne, à ce moment-là, les commandes ne fonctionnent plus. Et il faut complètement changer d'approche. Donc ça, c'est aussi le type un peu de bug dans des vieux packages qui ne seront plus réglés, mais que la plateforme va tenir en considération, puis va, dans le fond,
trouver une solution. Donc, dans ce cas-là, la solution, ça va être de mettre le style par défaut comme rouge. Et ensuite, dans le tableau, on va le changer pour devenir noir. Mais encore là, il faut mettre plusieurs commandes pour s'assurer que c'est rétabli de la manière dont on pense. Puis ce type d'incompatibilité-là, en fait, on reçoit fréquemment des rapports de bugs. Donc, on en découvre presque toutes les ans, là, puis on règle un peu les problèmes au fur et à mesure qu'on en rencontre, mais dans le but que les utilisateurs, eux, ils ne soient pas ils fassent pas face à ces problèmes-là eux-mêmes. Excuse-moi, oui. Xavier, Oui. dans la ligne où il y a begin tabular, ce serait pas array rule color red plutôt? Non, en fait, parce que... Oui, d'accord, c'est globalement au-dessus. Oui, d'accord, je n'avais pas vu, pardon. D'accord, j'ai dit. Donc, globalement, il faut le mettre rouge parce qu'en fait, cette commande-là, donc, qui est la commande qui insère du matériel avant le contenu d'une cellule, ne peut pas être mis avant la première bordure. Donc, c'est un peu de là que vient l'incompatibilité. En fait, on peut juste le mettre avant une déclaration de l'alignement de la cellule, mais il est déjà trop tard. La bordure a déjà été imprimée. Déjà, oui, d'accord. D'accord, désolé. Merci. Donc, peut-être le dernier élément que je voulais discuter, c'est un peu, si je retourne là, à la plateforme. Donc, la plateforme permet là, de décider un peu quel environnement est-ce qu'on souhaite produire. Donc, tabular, tabu ou tabulary. Ou sinon, il y a un mode automatique. Donc, comment le mode automatique fonctionne, c'est que par défaut, il va mettre tabular. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin d'importer des packages. C'est moins lourd au niveau des fichiers. Puis, généralement, si le tableau est très simple, et la majorité des tableaux générés sont très simples, c'est pas nécessaire. Mais par contre, dès qu'il y a de l'alignement vertical, dès qu'il y a de la couleur, dès qu'il y a des cellules qui sont fusionnées verticalement, dès qu'on a l'algorithme shrink qui est utilisé, puis ça, j'en parlais après, ou dès qu'on a différents styles de bordure, ben là, à ce moment-là, Tabulary va être sélectionné. Mais inversement, si on a des notes de bas de page ou si on a des bordures doubles, à ce moment-là, Tabular va être sélectionné parce que dans le cas des notes de bas de page, ne sont pas supportées par l'environnement Tabulary. Et dans le cas des bordures doubles, le package HHLine permet d'avoir un rendu qui est beaucoup plus agréable et il n'est pas supporté par Tabulary ou alors il n'était pas quand je l'ai implémenté. Le dernier élément, ce que je souhaitais discuter, en fait, c'est l'algorithme shrink. Donc, comme j'expliquais, une grande limitation, en fait, des tableaux, c'est que il n'y a pas d'algorithme qui permet de réduire la taille des tableaux automatiquement puis d'assigner une largeur aux colonnes. Ce qui peut faire en sorte que soit on définit nous-mêmes la largeur de nos colonnes, soit on utilise un package qui va utiliser un algorithme un peu personnalisé, mais qui est tout le temps un peu imparfait. Ou alors, en fait, le tableau est trop grand. Puis il y a différentes manières de le traiter. On peut le mettre, on peut prendre le tableau puis le mettre à 90 degrés. Ça aussi, c'est offert. Et l'autre fonctionnalité qui est offerte, en fait, c'est que la plateforme va utiliser l'algorithme qui est offert nativement par le navigateur Internet pour définir des proportions naturelles de chaque colonne. Donc, il va prendre la taille il va prendre le tableau, lui assigner une taille maximale qui est standard dans une page LaTeX.
Puis ensuite, il va voir quelle proportion de cette largeur-là chaque cellule utilise, puis il va l'assigner en fait à chaque colonne. C'est aussi imparfait, mais mon impression est que ça donne quand même un résultat qui fonctionne relativement bien. Surtout, en fait, le package principal qui permet ces algorithmes-là, c'est Tabular Y. Et son défaut principal, en fait, c'est qu'il ne permet pas de briser les tableaux sur plusieurs pages. Donc, on se retrouve un peu encore là à devoir être limité sur certaines autres fonctionnalités. Ça fait le tour de ma présentation. Donc, s'il y avait des questions un peu sur l'outil, ça me ferait plaisir d'y répondre.